Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Comme tous les jeunes médecins, installés depuis 1 an au centre de santé des étudiants de Lyon, où je pratiquais la médecine générale, mais aussi centré sur la santé des jeunes, et donc des jeunes femmes, j'ai été convoqué par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône pour prêter le serment, le fameux serment d'Hippocrate. C'était une grande manifestation, on était 200 jeunes inscrits, il y avait les autorités politiques, administratives, le préfet, le maire, etc. Donc quelque chose qui devait rassembler les nouveaux médecins pour un moment plutôt festif. Et nous devions arriver avec le texte du serment signé de notre main. Mais dans ce serment, il y avait une partie qui expliquait que tout médecin s'engageait au respect absolu de la vie humaine dès la conception. Dès la conception. Pour moi, depuis déjà 2 à 3 ans, non seulement je pratiquais la contraception, puisque j'avais une demande importante des jeunes étudiantes, mais aussi je les aidais lorsqu'elles étaient confrontées à une situation d'avortement qui alors était toujours clandestin, c'est-à-dire à risque. Et donc, on me demandait finalement de prêter un serment qui aurait constitué à ne jamais aider ou pratiquer une interruption de grossesse, puisque d'après le serment, la vie humaine commençait dès la conception. Or pour moi, à la fois philosophiquement, mais aussi psychologiquement, parce que j'avais rencontré beaucoup de femmes dans cette situation, la vie humaine ne commence pas à la conception. Ce qui commence à la conception, c'est un processus biologique. Mais pour qu'il devienne humain, au sens plein du terme, il faut qu'il y ait le désir de la future mère, il faut qu'il y ait un projet maternel, un projet parental, et sans ce désir et sans ce projet, il n'y a qu'un processus biologique et en aucun cas une vie humaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut effectivement interrompre ce processus si la femme n'a pas de projet d'avoir un enfant, n'a pas de projet maternel, et donc, en cela, je ne pouvais pas prêter serment, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé avec un mot signé de ma main en disant que je refusais de prêter serment. Et je suis donc le seul médecin, pratiquement, à avoir exercé sans jamais avoir prêté le serment d'Hippocrate à un moment où la loi Veil, évidemment, n'était pas encore votée, et donc je pouvais tomber sous la loi de propagande pour l'interruption de grossesse, pour l'avortement, et donc j'aurais pu être pénalisé, mais l'ordre n'a pas cru bon de me poursuivre, de m'obliger à prêter serment, parce qu'il savait bien que s'il rentrait dans cette mécanique-là, eh bien j'aurais protesté et ça aurait donné à mon action de l'ampleur, etc. Parce qu'en fait, c'est ce que je cherchais à attirer l'attention du public, et notamment des femmes, mais de l'ensemble même des soignants, sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. Cette clause de conscience est très ambiguë. Et d'ailleurs, ceux qui en parlent ne précisent jamais de quelle conscience ils parlent. Si l'on parle de conscience professionnelle, un médecin, un soignant, a une conscience professionnelle. Ça s'appelle d'ailleurs le code de déontologie. Selon ce code, le médecin doit tout faire pour venir en aide, pour préserver, pour prévenir la santé de ses patients et, en l'occurrence, des femmes confrontées
à une grossesse. Évidemment, si cette femme souhaite interrompre ce processus parce qu'elle n'est pas dans une démarche maternelle, comme je l'indiquais à l'instant, à ce moment-là, la santé, pour sa santé, il faut interrompre le processus et donc interrompre la grossesse. Et le médecin, professionnellement, doit interrompre cette grossesse, selon la conscience de la femme. Mais s'il s'agit de parler de conscience individuelle, personnelle, et non plus professionnelle, alors ça veut dire quoi? De quelle conscience on parle? Est-ce que l'on parle de la conscience de la femme, qui, je viens de le dire, en conscience, souhaite interrompre un processus biologique, ou bien est-ce qu'on parle de la conscience du soignant, qui alors pourrait imposer sa conscience à lui, individuelle, parfois teintée de religion, qui lui interdirait de pratiquer une interruption de grossesse sans tenir compte ni de la volonté, ni de la santé de la personne qu'il a en face de lui. Et donc, ça reviendrait à dire que la conscience médicale serait plus forte, serait plus déterminante que la conscience de la femme. Et c'est pour ça que ce n'est pas possible. Il faut laisser aux professionnels leur conscience professionnelle, pleine et entière, et s'ils veulent ne pas pratiquer des interruptions de grossesse, ils ne seront jamais obligés de le faire, pas plus qu'un médecin est obligé de pratiquer la chirurgie, de pratiquer telle spécialité médicale. Il s'oriente dans une médecine, dans une spécialité médicale. S'il veut s'intéresser à la santé des femmes, et notamment tout ce qui tourne autour de la sexualité et de la génitalité féminine, à ce moment-là, il faut évidemment qu'il intègre l'interruption volontaire de grossesse, sinon, eh bien, il passe à autre chose et il y a sûrement de quoi faire. Donc, la clause de conscience, c'est, et ce n'est que le code de déontologie, c'est l'éthique médicale. En aucun cas, ce doit être redondant avec une clause qui deviendrait spécifique parce qu'on parlerait uniquement d'interruption volontaire de grossesse. Alors c'est vrai que la loi Veil, de ce point de vue, n'a pas apporté un éclairage. Je crois même que la loi Veil est restée dans l'ambiguïté de cette clause dite de conscience. Je dis bien dite de conscience. Je pense qu'il faut parler de clause de non-pratique, encore une fois, de non-pratique d'un acte parce que on souhaite pratiquer d'autres actes. Il y a beaucoup d'actes en médecine. Parce que si la conscience individuelle du médecin prédominait, ça voudrait dire, par exemple, qu'un médecin qui fait de la réanimation pourrait refuser de faire une transfusion sanguine si, témoin de Jéhovah, il considérerait individuellement qu'il ne faut pas faire une transfusion sanguine à un patient. Vous voyez bien que ce n'est pas supportable, acceptable. Et la loi Veil reste dans l'ambiguïté. Elle dit à la fois que la femme qui est confrontée à une grossesse qui la met en état de détresse peut recourir à l'interruption volontaire de grossesse, mais elle ajoute dans le même temps qu'aucun médecin n'est obligé de pratiquer l'intervention. Ce qui veut dire que on est à la fois, la loi dit oui, et en même temps, elle dit peut-être pas, peut-être non. C'est pour ça que cette loi n'était pas satisfaisante, mais c'était une loi de compromis. C'était une loi de compromis. En 1974, ce qui était important, c'est que enfin soit reconnue la possibilité pour toute femme, au début de leur grossesse, de recourir à une interruption médicalisée et non pas à une interruption faite par ce qu'on appelait à l'époque des faiseuses d'anges qui mettaient leur vie, et en tout cas leur santé, en risque, en péril. 200 morts par an d'interruption de grossesse clandestine, des milliers de femmes amputées, des milliers de femmes qui devenaient stériles par un avortement clandestin.
alors que ceux qui étaient contre la loi Veil nous expliquaient qu'il fallait au contraire que les femmes aient des enfants. Vous voyez cette contradiction qu'il y avait. Donc la loi Veil était une rupture par rapport à la criminalisation de l'avortement, et c'est pour ça que, y compris les élus de gauche, et notamment les députés socialistes, ont voté la loi malgré ses insuffisances, malgré cette ambiguïté, mais c'était un apport suffisamment positif pour qu'on la fasse voter. Et moi qui avais été d'ailleurs candidat socialiste en 1973, évidemment, j'approuvais cette volonté des élus de gauche, des députés de gauche, de faire voter la loi. Et c'est ce qui a été fait. Et ensuite, il y a eu d'autres progrès qui ont amélioré cette loi. Et le dernier progrès, évidemment, et on en parle, et c'est heureux qu'on en parle, c'est la constitutionnalisation de la liberté garantie aux femmes de pouvoir recourir à une interruption médicale de grossesse si tel est leur choix, si tel est leur choix. Alors beaucoup d'orateurs ont insisté sur les insuffisances actuelles de la mise en œuvre de la loi. Avant même sa constitutionnalisation, il doit y avoir une mise en œuvre. Si on garantit une liberté, eh bien, il faut pouvoir la mettre en œuvre, il faut pouvoir la réaliser. Il faut qu'une femme en situation de grossesse qui veut l'interrompre puisse avoir recours à une structure médicalisée, que ce soit un médecin, que ce soit une sage-femme, que ce soit un soignant habilité à faire l'acte, il faut qu'il puisse y avoir recours. Et lorsque la loi Veil a été votée, c'est-à-dire il y a maintenant pratiquement 50 ans, nous avions constitué à Lyon, au centre de santé des étudiants de Lyon, dont j'avais la charge d'animation, un centre appelé d'orthogénie, c'est-à-dire où on pouvait réaliser dans un même lieu à la fois toute la prescription pour la contraception, toute l'information des jeunes, et notamment des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, sur la santé sexuelle, sur les problèmes de contraception, de grossesse, d'interruption volontaire de grossesse. On pouvait pratiquer aussi les IVG médicalisées et de façon ambulatoire, et on pouvait faire de la formation. Eh bien, ce centre qu'on appelait d'orthogénie, qui fonctionnait dès 1974 et donc qui fonctionnait lorsque la loi Veil a été votée, eh bien, a dû s'arrêter de fonctionner parce que la loi Veil imposait que les interruptions volontaires de grossesse soient faites uniquement dans des services hospitaliers ou rattachés à un hôpital. Et comme le centre de santé des étudiants n'était pas rattaché à un hôpital, eh bien, nous avons dû arrêter cette activité. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut que, à nouveau, soient constitués en France, non pas des avortoirs, comme j'ai pu le lire ici ou là, de façon très méprisante, et évidemment, où on dit que les médecins qui feraient des interventions dans ce cadre-là le feraient pour l'argent. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit vraiment de santé et même de santé publique. Il faut qu'il y ait des centres de contraception, IVG, formation sexuelle, santé des femmes, santé des jeunes, et que dans ces lieux-là puissent être réalisés des IVG par des médecins, par des sages-femmes, par des soignants, par une équipe qui prendra en charge l'acte lui-même, mais qui pourra aussi prolonger par un soutien éventuellement psychologique, par une formation, par une information, bref, que la santé gynécologique des femmes ne soit pas médicalisée, mais devienne un problème de santé globale et dans un lieu spécifique qui serait organisé pour répondre à cette demande
et non pas pour laisser les femmes qui ont le droit de choisir, mais qui ne peuvent pas avoir recours à la réponse.